Alors c'est un honneur en ce qui me concerne d'avoir la possibilité de présider le tout premier panel de ce colloque, le panel qui est intitulé Perspectives interdisciplinaires. L'objectif, c'est d'ajouter une perspective interdisciplinaire au niveau du droit, de la science politique et de la sociologie, puisque nous voulons ici combler le vide qui existe par rapport à la notion de confiance. Alors, en tant que philosophe, et en tant que sociologue, mais principalement en tant que philosophe, j'aurais beaucoup à dire effectivement sur le sujet, notamment par rapport à Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau, Antonio Gramsci et d'autres. Et j'aurais beaucoup à dire également par rapport à la thématique de la confiance, de l'obéissance, de la légitimité, de la reconnaissance, etc. Mais je ne suis qu'un simple philosophe. Cela étant, je voudrais dire que ce premier panel est prestigieux et inspirant. Nous aurons tout d'abord le professeur Nelly Demireva de l'Université d'Essex. Nous aurons le professeur Raquel Barradas de Freitas de l'Université de la Catholic Global School of Law et Nova School of Law. Et puis ensuite, Martin Laughlin de la London School of Economics, sans oublier Léna Géron et Céline Romainville de l'ULiège. Alors, je les présenterai de façon plus détaillée lorsque je leur donnerai la parole. Je pense que chaque orateur a environ 20 à 30 minutes à disposition que pour faire sa présentation. Donc, aux alentours de 11h30, nous aurons entendu les principaux intervenants, les trois premiers intervenants. Et puis, je proposerai bien entendu que vous ayez la possibilité d'interagir avec la salle, de poser des questions aux différents intervenants. Il y aura donc toute une série de possibilités d'échange jusqu'aux alentours de 12h30. Et étant donné que les organisateurs du colloque sont des staccanovistes, nous n'aurons pas de pause préalablement à la pause déjeuner aux alentours de 12h30. Alors, je pense que nous allons modifier l'ordre si vous le voulez bien, avec le professeur Laughlin, le professeur Barradas et puis le professeur Demireva, et puis nous terminerons avec les professeurs Géron et Romainville. Alors je pense qu'il sera plus facile pour vous de vous exprimer depuis le pupitre, mais je vous laisse le choix, non pas des armes, mais le choix du lieu, si vous le souhaitez. Alors le tout premier orateur que nous allons entendre est le professeur Martin Laughlin, qui est professeur de droit public à la London School of Economics and Political Science. Il a travaillé à Berlin, Fribourg, Yale, entre autres. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et de très nombreux articles sur le droit public, mais il a également travaillé sur la philosophie juridique, la théorie juridique et la philosophie juridique. Monsieur Laughlin, j'ai la possibilité de lire, de parcourir vos ouvrages. Vous êtes l'auteur d'une école de pensée en ce qui concerne le constitutionnalisme politique. Vous avez défini l'état de droit, le constitutionnalisme, mais vous êtes également l'auteur de toute une série de concepts en termes de constitution. J'en mentionnerai certains. Je vais mentionner d'ailleurs certains de vos ouvrages. La jurisprudence politique, Against Constitutionalism, une deuxième édition de The British Constitution, A Very Short Introduction. Vous avez également été une personne qui s'est exprimée sur l'émergence du constitutionnalisme. Vous avez en 2022 publié Against Constitutionalism et une seconde édition au niveau de la British Constitution, A Very Short Introduction. C'est un ouvrage qui a été réédité, qui avait été publié il y a une dizaine d'années. Donc votre objectif, c'est de parler de la confiance et de la politique. Nous allons donc voir si nous avons des éléments représentatifs de la démocratie au niveau des citoyens. Sans plus attendre, je vous cède la parole. Thank you very much indeed for
Merci beaucoup pour cette introduction dithyrambique à mon sujet. Merci également aux intervenants et aux organisateurs plutôt qui m'ont invité. Alors, je dois dire que je n'ai pas beaucoup réfléchi à ces différents paramètres, mais néanmoins, je suis heureux d'avoir la possibilité de me pencher sur la question. Et au plus je lis sur le sujet, au plus je me suis rendu compte à quel point la tâche était titanesque parce que le sujet est effectivement des plus vastes. Et avoir 25 minutes à disposition que pour couvrir la thématique va probablement requérir de ma part une certaine discipline et la nécessité d'être bref et concis. Donc, dans le cadre du concept de confiance, je me contenterai de dire seulement quelques mots parce que je pense que les deux autres intervenants vont parler de la confiance de façon beaucoup plus approfondie. Malheureusement, je pensais qu'ils s'exprimaient en premier, puis je viendrai également sur le narratif au niveau de l'ordre politique, et puis j'examinerai le rôle de la confiance dans les différentes formes de gouvernance, et puis je vous dirai quelques mots également de la confiance dans le cadre de la politique au niveau du monde occidental et de la démocratie représentative. Je vais donc commencer par quelques termes sur le concept même de la confiance. Alors la confiance est le ciment qui soude en quelque sorte nos sociétés. Sans un niveau minimum de confiance au niveau de la population, les uns vis-à-vis des autres, eh bien, la société est vouée à se désintégrer. Alors qu'est-ce que la confiance? Comment est-elle générée? Comment se maintient-elle? Comment est-elle perdue? Eh bien, tous ces aspects sont des questions qui revêtent une certaine complexité. Tout ce que je dirais par rapport à cela, c'est que la confiance est ce qui s'avère nécessaire que pour permettre aux personnes de négocier leur façon de naviguer, si je puis dire, dans le monde. Alors, nous sommes obligés effectivement de placer notre confiance dans certaines constantes. Et ces constantes, elles sont générées par toute une série d'éléments tels que les habitudes et l'expérience. La confiance fonctionne en transformant une multitude de possibilités en une large palette de probabilités. Alors le concept est principalement étudié par des sociologues et des économistes d'ailleurs. En règle générale, les sociologues traitent la confiance comme étant un type de mécanisme, une forme de mécanisme intégré, un moyen par le biais duquel un monde d'interdépendance, de relations relativement stables peuvent être maintenus. Alors que les économistes, de leur côté, se fondent sur le prémisse en vertu duquel la confiance est essentielle pour sous-tendre une économie florissante. La confiance est effectivement ce qui va générer la stabilité en termes d'attente, ce qui s'avère nécessaire pour qu'un marché puisse opérer de façon efficiente. Alors, sur base de cette perspective, la confiance peut sembler être une qualité relationnelle acquise par le biais de l'instauration de la formation de liens interpersonnels. Mais ce type de confiance que les sociologues et les économistes ou auquel les économistes et les sociologues accordent la plus grande importance, est situé dans des structures formelles par le biais desquelles la société peut fonctionner. Et ce type de confiance institutionnelle est effectivement celle qui nous préoccupe au plus haut point lorsque l'on réfléchit précisément à cette notion d'ordre politique. Alors, cela m'amène à poser toute une série de questions et à faire référence à Hobbes, notamment je voudrais me référer ici au fondement de l'ordre politique, et vous ne serez pas surpris, effectivement, comme je viens de le dire, que je fasse référence à Hobbes, qui nous amène au seuil même de la pensée politique moderne. Alors, bien que la confiance ne soit pas de façon commune mise en exergue dans le dispositif et la réflexion de Hobbes, il faut se dire que ceci est quelque peu trompeur, puisque, après tout, nous sommes censés faire un récit de la vie dans un état de nature, un récit du monde qui nous montre une lutte perpétuelle, une lutte de tous contre tous au niveau
de ce dispositif, nous constatons que la force et la fraude émergent comme étant des valeurs cardinales, et c'est là que effectivement il ne peut véritablement y avoir de culture de société ou de développement technologique. Donc la réponse tente à dire que l'interaction sociale entre les peuples est générée par un manque de confiance extrême, une défiance, une méfiance extrême. Donc la seule façon de briser ce cercle, précise Hobbes, c'est que l'on puisse entrer dans une convention pour établir un régime ordonné avec un souverain et un sujet. Et ce type de convention crée en quelque sorte une relation politique de confiance. Mais nous devons également noter que ceci établit en quelque sorte deux types de relations fondées sur la confiance. La première est entre les personnes qui ont une convention qui permet d'établir et d'instaurer un souverain, et cela implique une promesse et la nécessité de se fonder sur cette confiance. Et puis le deuxième élément, quant à lui, situe la confiance entre le peuple et le souverain. Et cette seconde relation, elle est peut-être davantage une relation plus intéressante. Non pas seulement parce que Hobbes est tout à fait clair par rapport au fait que le souverain est la charge créée ou instaurée par cette convention, mais n'est pas nécessairement, dans ce cas de figure, n'est pas nécessairement soi-même partie à cette convention. Néanmoins, son objectif est de se dire que dans ce cadre de règles autoritaires et exécutoires, le commandement dans le chef du souverain peut être une évolution en quelque sorte plus générale et institutionnalisée de la confiance. Alors, étant donné que le rôle qui existe est de fournir une certaine forme de sécurité au peuple, c'est une notion implicite, mais qui tend à devenir beaucoup plus explicite, notamment lorsque Hobbes affirme que le gouvernement repose sur une relation mutuelle entre la protection d'une part et l'obéissance d'autre part. Alors, Hobbes, dans son récit, finalement, ne permet pas au sujet de se rebeller, de se révolter contre le souverain, mais la logique de son argument suggère que ceux qui dirigent et qui ne parviennent pas à prodiguer la protection requise mettent à mal cette relation de confiance et perdent cette revendication à laquelle ils peuvent prétendre, à savoir celle de l'obéissance de la part des sujets. Et à cet égard, son approche n'est peut-être pas si différente que cela de celle de Locke. Alors, avant d'aborder Locke, néanmoins, nous devons prendre en considération les revendications pour le moins radicales qui ont été formulées par les niveleurs. Hobbes a rédigé ses écrits durant une période de guerre civile intense. Il a commencé son étude sur Décivet en 1642, le Léviathan en 1651. Et ces deux éléments comprennent, si je puis dire, ou englobent le début et la fin de la guerre civile anglaise. En 1646, au milieu de cette période de soulèvement révolutionnaire, un groupe politique connu sous le nom des niveleurs a été instauré. Ils étaient bien entendu une force politique qui s'est développée, déployée sur 3 années et qui revendiquait avoir un impact significatif sur la façon de façonner l'ordre politique moderne. Et le concept de confiance a constitué la pierre angulaire, si je puis dire, de leurs propos et de leurs arguments. Alors bien entendu, je ne peux pas entrer ici dans des considérations détaillées par rapport à leurs arguments, mais il suffit de dire néanmoins que leurs revendications était fondée sur la conviction selon laquelle le pouvoir découle du peuple et que ceux qui détiennent l'autorité au niveau du Parlement sont simplement les détenteurs du pouvoir de confiance qui est révocable à tout instant. Pourquoi? Eh bien parce que nous, le peuple, nous sommes
vos principaux interlocuteurs en quelque sorte, et vous, vous êtes les agents qui sont censés exécuter ces différents éléments, et tout exercice du pouvoir ne découlant pas de cette confiance est considéré comme relevant d'une certaine forme d'usurpation. Donc les niveleurs ont mis en œuvre en quelque sorte ou en avant un argument révolutionnaire, à savoir que le pouvoir politique ne découle pas de Dieu, mais de la base, en l'occurrence du peuple. Étant donné que le peuple est aux manettes en quelque sorte et que le gouvernement est considéré comme étant les mandataires politiques, le gouvernement doit être en quelque sorte une fonction qui relève de la confiance, relève d'une charge de confiance. Et il s'agit ici de s'assurer que les représentants agissent conformément à cette confiance, et ceci doit être fixé, ébauché dans les différents mécanismes qui visent à donner les autorisations requises. Et il s'agit également de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus en la matière. Alors maintenant, je vais passer à Locke et je vais être assez concis en la matière. Donc, j'ai situé les niveleurs dans le contexte des soulèvements de 1640. Je voulais ici vous dire que l'argument de John Locke, qui a démarré ses écrits quelques 40 ans plus tard, a fait en sorte que les choses soient peut-être plus faciles à situer. Situer l'idée d'une confiance et de redevabilité en termes de confiance au cœur même de son Second Treatise of Government lui permet d'arguer que l'autorité politique est un pouvoir fiduciaire pour agir à certaines fins. Et le gouvernement est autorisé par un pouvoir qui lui est délégué par le peuple. Et c'est une confiance qui repose donc sur ce gouvernement. Et dès lors, il faut savoir que le pouvoir suprême reste aux mains du peuple. Alors, l'argument de Locke peut être détaillé comme suit. Lorsque on forme un gouvernement, on renonce à la force en faveur du droit, et ceci peut générer un mode de collaboration et de coopération qui garantit que on ne va pas s'engager dans une révolution pour toute petite mauvaise gestion qui interviendrait dans les affaires publiques. Comme John Donne l'explique, d'ailleurs, Locke souligne que très souvent le pouvoir politique illégitime peut bénéficier d'une certaine forme d'acceptation, mais pas de la confiance. Le peuple va probablement se faire à la situation de régime politique oppressif parce que le coût de la rébellion serait parfois trop imposant, trop important. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce régime repose sur sa revendication du pouvoir fondée sur la confiance. Alors, nous avons ici un rôle très important par rapport à la confiance dans l'ordre politique. Alors, il y a bien entendu des récits contrastés qui soutiennent ou mettent en exergue certains points fondamentaux par rapport au rôle de la confiance dans l'ordre politique. Et les enquêtes sociologiques qui ont été menées à bien se préoccupent, ou investigations en la matière, se préoccupent essentiellement de la coopération sociale entre les peuples, une relation horizontale, alors que la théorie politique se préoccupe essentiellement de cette relation, quant à elle, verticale, à savoir celle entre le peuple et les dirigeants. Et Hobbes, d'ailleurs, commence par montrer que cette relation entre les peuples est marquée par une grande méfiance, en quelque sorte, et que cela nous convainc effectivement de devenir nous-mêmes sujets de ce gouvernement par l'entremise d'un souverain. Alors, il peut y avoir un lien de confiance au niveau de la relation politique, mais il est limité au fait que il y a l'obéissance d'un côté en retour d'une forme de protection. Et les niveleurs ainsi que Locke, de façon plus contrastée, supposent que l'existence du peuple est marquée par des niveaux de coopération sociale élevés.
Alors, je voudrais à présent revenir sur les différents types de régimes. Dans le monde des niveleurs, dans le monde de Hobbes et de Locke, l'obligation politique était censée reposer sur cette notion de convention. Dans un monde politique moderne, cependant, l'existence de la confiance semble être nettement moins le produit d'une telle convention. C'est davantage une question de politique, une réponse stratégique qui dépend de la façon dont sont conçues les institutions du régime politique. Je devrais donc ici dire quelques mots par rapport aux différentes formes de régime politique, de dispositifs politiques. Par rapport notamment à ce qui a été défini par Montesquieu. Alors, en termes de démocratie, d'aristocratie, de monarchie et de despotisme. Montesquieu explique que leurs différentes caractéristiques en distinguant d'une part la nature du gouvernement et le principe d'une forme de gouvernement. La nature d'un gouvernement est déterminée par l'identification de celui qui est détenteur du pouvoir. Dans une démocratie, c'est le peuple. Dans l'aristocratie, c'est une frange du peuple. Au niveau de la monarchie, c'est le prince, et dans le cas du gouvernement despotique, c'est une seule et même personne qui gouverne en fonction de son bon vouloir ou de ses caprices. Alors, qu'en est-il des principes? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans une démocratie républicaine, le principe d'action est une vertu. C'est le principe selon lequel les citoyens vont se préparer à se sacrifier pour le bien public. Dans la monarchie, ce n'est pas une question de vertu, mais bien une question d'honneur. Et dans la forme corrompue du despotisme, cela fonctionne sur base de la crainte et de la peur. Et au niveau de l'aristocratie, le principe directeur, c'est une fois de plus le principe de la vertu, mais une vertu qui démontre son fonctionnement dans un principe, en quelque sorte, de modération. Donc, la confiance ne traduit pas nécessairement directement les différents éléments dans l'approche de Montesquieu, mais sa signification est amenée en quelque sorte par Geoffrey Hawthorne, qui stipule qu'un régime de confiance institutionnalisé peut être créé dans l'aristocratie et qu'il s'agit d'un régime qui va requérir une certaine façon de se conduire pour répondre à certains codes en termes de convention. Alors, nous avons également Hawthorne qui nous révèle ici qu'il y a un troisième type de relation en termes de confiance qui intervient, qui nous permet d'aborder la notion de respect par rapport à l'ordre politique. Alors là, nous avons toute une série de relations entre le peuple et cette convention, et puis les relations entre les dirigeants et les dirigés, et ensuite un troisième niveau de relations au sein de la classe dirigeante. Alors la confiance, elle est déterminante par rapport à ce type de relation et uniquement dans le cadre de l'aristocratie. Il s'agit de ce type de gouvernement qui ne peut pas, bien entendu, s'avérer être pérenne dans un monde moderne. Le gouvernement moderne, fondé sur une large palette de pouvoirs hautement centralisés, générera invariablement une certaine forme de défiance. Alors, un élément qui est mis en exergue dans le cadre de ce récit, c'est l'essai de Walter Bagehot sur The English Constitution, qui a été rédigé à l'apogée du pouvoir impérial britannique dans les années 1867. Bagehot démontre de quelle façon le pouvoir effectif du gouvernement a été dissimulé par une version digne et rendue plus digne au niveau de la Constitution, basée sur certains éléments en grande pompe, de cérémonies, de rituels. Dès lors, c'est cette version
qui fait en sorte que le gouvernement va pouvoir acquérir la confiance du peuple. Mais Baghaut argumente le fait que cette forme monarchique qui incite une certaine révérence au niveau du peuple est en réalité une république aristocratique déguisée. Alors, il a également abordé les relations entre les gouvernants et les gouvernés. Il a également démontré que la république aristocratique britannique fonctionnait sur base de certaines habitudes, conventions et perceptions de ce que l'on appelle ou de ce que l'on considère comme étant un club, un gouvernement qui fonctionne tel un club. Et c'est pour cela qu'il a donné un descriptif d'un troisième type de relation, les relations au niveau de la classe gouvernante. C'est un régime qui effectivement peut faire l'objet d'une certaine confiance pour comprendre quel comportement approprié en termes de conduite et de rôle peut s'avérer requis pour effectivement pouvoir ensuite être réduite à toute une série de règles formelles. Et l'histoire du gouvernement britannique depuis lors est effectivement un récit où les conventions fondées sur la confiance ont été systématiquement érodées, ce qui a débouché sur certains... Alors, mes 20 minutes sont écoulées, c'est probablement pour cela que vous entendez cette petite sonnerie. Alors, je ne vais pas vous raconter tout cela, mais il s'agit en quelque sorte de renforcer le système en transformant ces pratiques informelles en une série de règles beaucoup plus et de pratiques beaucoup plus formelles, afin de répondre à chaque crise qui est ensuite suivie d'une autre crise. Je vais donc vous présenter mon tout dernier transparent, la confiance en ce qui concerne la démocratie représentative ou en matière de démocratie représentative. Si la confiance doit continuer à jouer un rôle au niveau du régime politique, il faut effectivement que cette confiance soit investie, incarnée par un système constitutionnel formel avec ses mécanismes de vérification et d'équilibre. Alors, le modèle occidental prédominant de démocratie représentative est caractérisé par l'existence d'un sentiment généralisé de défiance de la part des citoyens, notamment chez ceux qui exercent le pouvoir politique. Et c'est pour cette raison que l'accent est plus particulièrement placé sur ces équilibrages et vérifications institutionnelles et sur les mécanismes de redevabilité qui sont mis en place au niveau du système. Alors, le niveau de confiance dans ce type de régime dépend en tout premier lieu du niveau de normes partagées et de liens solides de coopération qui existent au sein de la société qui vont nouer ces relations. On parle du capital social au niveau des économistes. C'est un fonds de relations qui va favoriser en quelque sorte cette coopération sur le plan civique. Et cela suggère également le fait qu'une société civile robuste constitue le fondement même d'un régime sain en matière de démocratie représentative. Alors, le second point fort de ce type de relation entre les gouvernants et les gouvernés relève moins de l'engagement civique, mais peut-être davantage des relations institutionnelles en termes de contrôle et de redevabilité. Donc, chacune donne un petit aperçu de l'état actuel de la démocratie représentative. Mais combinées, et je vais être assez concis ici, mais combinées, mises bout à bout, elles soulignent la signification d'une confiance grandissante dans la démocratie représentative en tant que telle, qui se manifeste d'ailleurs à travers l'Europe par une perte de foi, de confiance dans les partis politiques établis et un soutien massif vis-à-vis des mouvements populistes. Alors, Hobbes pourrait dire que le populisme est en quelque sorte le symptôme de l'inaptitude du souverain à prodiguer protection et sécurité.
Si tel est le cas, cela peut déboucher sur une érosion de la confiance dans une forme particulière de régime politique, mais cela peut également déboucher sur le déclin d'une confiance fortement ancrée dans la capacité de l'État moderne à agir comme moyen susceptible de gérer les risques politiques.